Bonjour et bienvenue au Clever Talk. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Angela Nasser, une femme aux multiples facettes. C'est la directrice de Women in Tech qui accompagne plus de 200 000 femmes aujourd'hui en France. C'est assez impressionnant. C'est aussi la CFO des Nations Unies. Elle a été pendant très longtemps la COO de General Electric. Nous sommes ravis aujourd'hui de recevoir cette femme qui est engagée, résolument optimiste et qui fait des actions concrètes pour accompagner les femmes dans la tech. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Angela. Bonjour Jennifer. Merci à toi d'être venue jusqu'à nous. On est ravis de te recevoir au Clever Talk. Alors aujourd'hui, j'attendais avec grande impatience cette discussion parce que tu as un parcours à la fois qui est hyper inspirant. On a eu le temps d'échanger un petit peu ensemble et en plus, tu accompagnes beaucoup de femmes, donc tu as pu repérer des patterns qui vont nous aider aujourd'hui à comprendre comment on peut accélérer la carrière des femmes et notamment dans la tech. Donc, je vais commencer par une question simple. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr, j'ai un parcours atypique. Déjà, je suis arrivée en France à l'âge de 8 ans. Je suis d'origine syrienne et libanaise. J'ai appris le français en lisant des livres parce que j'ai pas fait mes études à l'école française. J'ai fait mes études dans une école irakienne qui n'existe plus, qui était à côté de la Tour Eiffel. Il y a une citation de Romain Gary que j'aime beaucoup qui dit: «J'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines». J'ai compris très vite la chance que j'avais de pouvoir grandir dans un pays aussi riche en histoire, en culture. Et j'ai commencé à travailler très tôt, à l'âge de 16 ans, à l'usine en tant que conditionneuse, pour un médicament, enfin c'est pas un médicament, les gélules Onobiol. Donc j'ai voilà et je dis tout le temps que c'est les jobs, que j'ai commencé en étant étudiante comme Pizza Hut, caissière à Monoprix, travailler à McDo, Quick, Burger King qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. C'est là où j'ai appris à manager. On travaille pas pour une entreprise, on travaille pour quelqu'un. Et puis j'ai fait des études de médecine à la base, que j'ai laissé tomber et du jour au lendemain, j'ai fait un BTS de commerce international. Et alors pour la petite anecdote, mes parents, la même semaine, ont découvert que j'étais plus, que j'avais pas refait mon année de médecine, que je travaillais à Pizza Hut, que j'avais un crédit étudiant, trop d'informations en une semaine, mais voilà. Donc du coup, mes frères, tout est passé, normal, pour eux après. Et je suis arrivée, dans la finance vraiment par hasard. Je remercie encore la femme extraordinaire qui m'a recrutée parce que je ne sais pas comment elle a fait. Je ne savais pas ce que c'était un décompte et un tableau d'amortissement. Donc je suis arrivée à General Electric Capital Finance et à l'âge de 23 ans et j'ai gravi rapidement les échelons et je ne suis pas arrivée dans le service le plus cool parce que c'était au recouvrement automobile, moi qui n'ai jamais eu mon permis et voilà. Et après en quittant General Electric, j'ai créé 2 entreprises dans l'investissement immobilier qui existent mais je m'en occupe plus. J'ai lancé plusieurs banques digitales en France. J'ai travaillé pour le groupe BPCE, j'ai travaillé dans la politique aussi et voilà, il y a 6 ans bientôt, un jour d'insomnie, j'ai postulé aux Nations Unies à un poste très high level. Je me suis dit: «Au pire, on va me dire non» et en fait, 6 mois après, on m'a contactée. Aujourd'hui, je travaille aux Nations Unies, mais en tant que freelance. Moi, j'ai un principe, c'est: «Au pire, on va vous dire non», donc il faut toujours oser. C'est Voilà. très, très beau. Merci pour cette introduction qui est riche et qui dénote beaucoup la personne que tu es. Finalement, tu as été forgée par ce qu'on appelle les petits boulots, mais qui Oui, finalement t'ont appris l'humain. exact. Et on voit que c'est un peu le fil conducteur que tu as continué à nourrir avec les gens avec lesquels tu t'es entourée. Quand on a discuté, tu m'as dit quelque chose qui m'avait beaucoup touchée, c'est ça fait 30 ans que je travaille par exemple avec des mêmes femmes qui m'ont accompagnée dans ce nouveau challenge de Women in Tech. Est-ce que tu voudrais bien nous en dire plus sur d'ailleurs Women in Tech parce que ça fait que seulement 2 ans que vous Mmh. existez finalement et vous êtes présente partout. Oui. Vous devenez d'ailleurs une figure de référence. Mmh. On en parlait il y a quelques minutes, mais avoir un certificat de Women in Tech aujourd'hui compte Mmh. et peut faire la différence sur un CV. Donc, comment est venue la jeunesse de cette idée de l'implémenter en France, puisque c'est un réseau qui compte plus de 700 000 femmes dans le Ouais. monde, et comment toi, tu as choisi le cap de ce Women in Tech France? Alors Humanitech a été créé en 2018 par une femme extraordinaire qui s'appelle Ayomi Moore Aoki, une femme qui a brisé je ne sais combien de plafonds de verre. Elle est moitié brésilienne, moitié japonaise. Elle a grandi en Afrique du Sud pendant l'apartheid, maman de 4 enfants, c'est parti de je crois qu'elle était à un sommet tech au Portugal. Elle s'est aperçue qu'il y avait quasiment pas de femmes. Elle a floqué des t-shirts Women in Tech. Elle a souhaité les vendre à la sortie. Elle s'est fait arrêter je sais pas combien de fois. Elle était là avec son bébé et elle a fait un appel, sur les réseaux sociaux et ces femmes qui sont venues l'aider en 2018 sont toujours à Women in Tech. Aujourd'hui, on est présent dans 72 pays dans le monde, 700 000 membres. Women in Tech France, donc on l'a lancé il y a 2 ans, enfin bientôt 2 ans. Notre target, c'était, la jeunesse, les femmes, quel que soit leur projet, et puis l'accès à la tech par des formations. On a mis tout ça en place. Aujourd'hui, on est très, très fiers d'être, l'ONG qui organise le plus de hackathons et par exemple, le premier hackathon qu'on a organisé, on voulait,
au-delà du hackathon tech, on voulait aussi changer les mentalités des gens. On a mélangé des lycées REP, REP+, avec des lycées, des grands lycées parisiens privés, etc. Et on sait que ces enfants ont dans la vie peu de chances de se rencontrer et discuter. Aujourd'hui, on est très fiers que ça a créé des amitiés et même des nouvelles perspectives. On a ouvert le champ du possible à ces enfants pour les stages de troisième et seconde. J'ai rapidement mis des partenariats en place avec les meilleures écoles tech. Alors, être membre de Women in Tech, c'est gratuit dans le monde entier. Ça vous prend 10 secondes pour vous inscrire. Et on a beaucoup d'hommes. On a 30% d'hommes. On s'appelle Women. Peut-être qu'il faudra changer de nom un jour. Par exemple, on a un partenariat avec l'Université du Luxembourg qui est considérée comme une Ivy League. Les formations en ligne, c'est à peu près à 1 200 €. Mais si vous faites partie de Women in Tech, ça coûte que 37 €. Donc, quand je parle de vraiment concret, des partenariats ici, par exemple, avec l'école Cube, avec le Cléo Academy, où en fait, où on a des formations gratuites ou à moindre coût si on est membre de Women in Tech. Donc voilà, entre autres. Et on est très fiers, par exemple, cet été, on a un super partenariat avec l'école 42, qui ont été nos partenaires, mais ils nous ont ouvert l'école 42 gratuitement dans le monde entier. On a organisé un youth camp parents-enfants parce qu'on s'est dit, les parents, dès qu'on leur parle d'IA, ils pensent que ChatGPT. Donc, on a formé les parents, on a organisé un hackathon avec mais les projets qu'on a vus, mais enfin, c'est tellement du high level qu'on les a envoyés aux entreprises qui étaient citées. On a travaillé avec une super boîte française qui s'appelle Vrai Learning, qui crée des avatars. Cette entreprise est venue bénévolement et ont créé un avatar pour chaque projet. Et là, ils nous ont créé un avatar Women in Tech qui aide les enfants à faire leurs devoirs. Et là, on va être les premiers dans quelques semaines à organiser un hackathon en Martinique. Donc voilà, donc on est très fiers de tout ça. Ouais, Ouais. bah, il y a de quoi être fier. Merci. Merci. Merci mille fois d'œuvrer en tout cas et vraiment d'acter sur cette partie où on onboard les femmes, on onboard la jeunesse vers des métiers du digital qui peuvent un peu faire peur, qui peuvent un peu freiner. D'ailleurs, toi, quels ont été les freins que tu rencontres généralement quand tu vas chercher ces jeunes filles? Tu leur dis, vous avez des capacités, vous allez pouvoir exprimer votre potentiel avec le digital. Personnellement, quand moi j'accompagne des femmes dans des associations et surtout des jeunes femmes, elles me disent oui, mais moi j'ai pas envie d'être derrière un écran d'ordinateur toute la journée. Ou alors, voilà, j'ai envie d'avoir un métier avec de l'interaction, je préfère me projeter en étant, médecin ou en étant juge. Comment on fait pour lever ces freins, vers la tech? Alors, on s'est aperçu qu'il y avait de moins en moins de filles dans la tech, mais c'est lunaire qu'en 2025, dans les journées métiers au lycée, la tech soit représentée encore par un corner informaticien. Je crois qu'il n'y a aucun job aujourd'hui d'informaticien, enfin aucune offre. Et ça, on en a discuté avec le ministère de l'Éducation à plusieurs reprises. Donc déjà, il faut changer ça. J'ai vu qu'il y avait une grande école tech qui ont prévu que 100 places pour les filles cette année versus, je sais pas, 900 places pour les hommes. Enfin, je me dis: «Mais c'est pas possible, en fait». Et puis surtout, il y a un phénomène mondial, alors ça, on n'a jamais pu l'expliquer. Par exemple, dès le jeune âge, dans le monde entier, un prof de maths va poser beaucoup plus de questions à un garçon qu'à une fille. Alors ça, je sais pas, enfin, pourquoi? Et surtout, en fait, il faut leur donner confiance. Parce que, on leur dit, les CPE en France ne sont pas, assez formés. Ils connaissent pas tous les métiers, et aujourd'hui, par exemple, quand on parle d'IA, l'IA est présente partout. Un petit exemple, il y a 2 ans, à Vivatech, il y avait une entreprise française qui faisait des gâteaux, imprimés en 3D. L'année dernière, elles étaient 4-5. Je veux dire, aujourd'hui, même le métier de pâtissier, on a besoin d'intelligence artificielle, on a besoin d'intelligence artificielle dans les métiers juridiques. Et je veux aussi, même au-delà des jeunes filles, pousser les parents à faire des formations, à se former. Parce que ça a été annoncé à Davos, en janvier, 80% des métiers qu'on va faire en 2030 n'existent pas encore. Il y a, je sais pas, il y a 80 millions de métiers qui vont disparaître, 95 millions qui vont apparaître. Mais pour cela, il faut qu'on se forme. Et je trouve qu'en France, les entreprises ne poussent pas assez leurs collaborateurs à se former, à mettre à jour leur métier. Parce que je prends le métier du juriste, oui, il va peut-être probablement, enfin pas disparaître, mais évoluer. Et peut-être ça va laisser là où le juriste plus de temps pour faire autre chose. Donc oui, il y a plein de métiers qui vont évoluer. Je ne veux pas dire disparaître, et je préfère dire évoluer. Et donc il faut s'adapter à ces changements. Ouais, oui, oui, non, mais nous aussi, on est tout à fait alignés avec toi. On est résolument optimistes dans notre vision de la tech. On sait que ça peut transporter les femmes, justement, peut-être à avoir une mutation de métier Exact. favorable. Donc, on va pousser cette partie positive en se disant,
Aujourd'hui, l'IA est présente partout et on doit l'intégrer pour se former. Moi, je fais souvent face à des femmes qui vont me dire: «J'ai utilisé un petit peu ChatGPT ou un autre LLM», que ce soit Gemini, que ce soit, Grok ou alors Llama et qui vont me dire: «J'ai utilisé, mais j'ai vérifié» ou alors: «Je l'ai utilisé, mais c'était juste pour la structure». En tout Oui. cas, elles vont avoir cet effet un peu de petite culpabilité, que j'entends. Comment on fait pour pouvoir, avoir des arguments pour les aider à l'utiliser? Parce que c'est nécessaire, finalement, la révolution, elle est déjà présente. Oui, bah, en fait, l'arrivée des moteurs comme ChatGPT et cetera, c'est vraiment la révolution qui est arrivée le plus vite possible. Aujourd'hui, comme tu dis, en fait, le conseil que tu leur donnes, il est extraordinaire. Moi, souvent, j'écris un texte, je l'écris, ça m'arrive de demander à ChatGPT: «Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai le bon ton?» et cetera et s'il corrige des choses, bien sûr aussi, je vais reprendre, je vais pas faire du copier-coller, mais j'ai aucun mal à dire que je l'utilise. Je trouve que c'est même un moteur de recherche aujourd'hui plus performant qu'un Google, par exemple, parce qu'il va exactement répondre et tu as pas à cliquer sur tous les liens. Et un exemple, beaucoup de mes copines sont avocates et elles discutaient la dernière fois entre elles sur une affaire avec à quelque chose de très spécifique. En fait, j'ai pris la conversation de WhatsApp, j'ai pris la question, je l'ai mis dans ChatGPT et je leur ai envoyé l'article. Elle me dit: «Mais comment tu sais ça?» Je fais: «Ben, je sais pas, c'est ChatGPT qui me l'a dit». Donc, je fais: «Voilà, en fait, j'ai fait le boulot de votre juriste, mais en 10 secondes». Ouais. On est très réticent à ça et quand je suis arrivée dans la finance, tous les matins, en stabilité, je me rappelle encore de chaque couleur, à quoi ça correspondait et quand Office est arrivé, il y a eu une grève. Aujourd'hui, quand tu te dis, bah, en fait, comment on peut être contre Excel et PowerPoint? Parce que moi, les PowerPoint, c'était les Ouais. transparents, donc vraiment, j'ai l'impression de parler, de quelque chose. Si je montre ça à mes neveux et nièces, ils vont être: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» En déménageant, j'ai retrouvé mes transparents, je ne sais pas pourquoi je les ai gardés. Donc voilà, on est toujours contre parce qu'on a, mais on est contre parce qu'on ne sait pas Ouais. et je trouve il y a pas assez de pédagogie Ouais. et même dans les écoles, on est là, oui, on est contre ChatGPT, mais non, en fait, on n'est pas contre. En fait, il faut apprendre aux élèves à l'utiliser de manière pas excessive, que ça soit un accompagnateur, comme les Exactement. cours qu'on donne aux enfants à côté, c'est juste un accompagnateur, en fait. Et c'est pour ça que là, je suis très contente de l'avatar qu'on a créé, parce que c'est une jeune fille qui s'appelle Sam, qui discute avec les ados, qui les aide dans leurs devoirs, donc c'est plus une copine, mais elle fait pas les devoirs. Ouais. Oui. Donc, enfin, j'espère qu'elle l'utilise pas pour ça. On peut nous outiller, mais pas nous remplacer. Voilà, exactement. Enfin, je veux dire, oui, c'est vrai, il y a plein de choses qui se font, mais on a toujours besoin de l'humain et pour ça, il faut juste qu'on s'adapte à notre époque. Oui, ça va, c'est vrai que sur les 2 dernières années, on est toutes d'accord pour dire que ça va à une vitesse, Mmh. incroyable, et c'est vrai qu'on a moins je me suis aperçue de ça, on a moins l'effet waouh. Par exemple, quand l'iPhone est arrivé, on était là: «Waouh» et tout. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, quand il y a un nouvel iPhone, on se dit: «Bon, bah, en fait, OK, d'accord, il a une caméra de plus, mais bon, qu'est-ce que ça change?» En fait, on a moins l'effet waouh et je pense que le dernier effet waouh, c'était les arrivées de Gemini, ChatGPT, Copilot et cetera. Mais voilà, je pense qu'en utilisant tous ces outils, on peut découvrir même des facettes très intéressantes de nos métiers à toutes Mmh et à mh mh. tous. Ouais, c'est sûr. J'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Il y a eu beaucoup de choses hyper intéressantes, mais j'ai bien aimé le fait que tu prennes cette, image, voilà, de tu as pris un screenshot, tu l'as traité avec ChatGPT pour le donner avec tes copines. Ça veut dire déjà que dans ton entourage, tu t'entoures de personnes avec qui vous avez des discussions autour Oui. du pro et Mmh. pas seulement du perso. Oui. Et on en avait un petit peu discuté sur le fait que les femmes passaient beaucoup de temps parfois sur la sphère personnelle, en tout cas à s'entraider, à se donner des tips, que ce soit à la maternité, post-maternité ou même sur, voilà, la charge, qui incombe à la féminité. Comment on fait pour bien s'entourer, pour bien avancer? Parce que je pense que c'est aussi une des clés, du succès, d'accélération de carrière. Ah mais moi, je trouve que c'est la clé. En fait, je dis tout le temps et quand je parle aux jeunes filles, à nos meet and greet et cetera, entourez-vous de gens positifs. Parce que c'est très facile de toujours, trouver ce qui va pas. Mais, moi, ma force toute ma vie, ça a été mon entourage. L'entourage est méga, méga, méga important et je trouve, oui, en fait, une femme qui, évolue et fait une brèche dans un plafond de verre, notre boulot à toutes, c'est d'agrandir cette brèche et faire en sorte qu'elle se ferme pas. Mais pour ça, il faut qu'on s'élève toutes et puis qu'on partage. Moi, même avec mes équipes, j'ai la chance d'être dans un groupe de presse où j'ai reçois tous les magazines et les presses de toute la France. C'est rigolo de lire, par exemple, la presse du Jura qui n'ont apparemment, on n'est pas dans le même pays, on n'a pas les mêmes problématiques. Je leur envoie tous les matins, mais depuis 30 ans, je fais ça. C'est-à-dire
Tous les matins, j'envoyais à mon équipe un condensé des informations très importantes, pas seulement, par exemple, quand on était dans la banque, l'économie, la mode, enfin tout, parce que pour moi, il y a un effet papillon partout et là, être bien entouré et se cultiver, c'est super, super être au courant de tout ce qui se passe et souvent mes amis, pour rigoler, ils me disent: «Mais nous, on n'a pas besoin de Google, on a Angela». J'ai vraiment une soif d'apprendre. Donc je vais lire, plusieurs je lis pas, tous les magazines, tous les matins. Je vais scroller, mais j'aime bien, par exemple, lire s'il y a un événement important, le lire dans plusieurs, journaux ou magazines pour avoir des points de vue différents. Ouais. Je me challenge et j'aime être entourée aussi de personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Mmh. Parce que j'adore, débattre. C'est vraiment, j'aime un peu trop débattre et voilà, donc c'est l'entourage est très important, les gens qui vous challenge et qui vous disent la vérité. Ça, c'est très, très, très important. Mmh. Et c'est hyper vrai ce que tu dis sur la critique constructive finalement. Les femmes ont un peu plus de mal à se mettre, j'ai l'impression en porte-à-faux avec les gens. Il y a une question de Mmh, posture, on a peur d'être dans une posture basse, mmh, vraiment d'aller se challenger et finalement parfois on s'entoure avec des personnes qui vont nous rassurer, mmh, souvent et c'est important de maintenir cet équilibre parce que les cercles sont différents et ont finalement différentes fonctions et oui, nous aussi, on contribue à ces cercles et peut-être se poser la question de comment on contribue, à quel cercle et avec qui pour être exactement. dans cette, Mmh, logique de donnant-donnant, parce que moi j'accompagne des femmes qui sont en recherche d'emploi, dans le retour au salariat et elles n'osent pas forcément aller demander parce qu'elles-mêmes ont un peu du mal à donner de mmh, manière spontanée oui, pour plein de raisons. Il y a la charge mmh, mentale, il y a le fait de voilà, de moins avoir le temps, de moins avoir l'habitude, mais en tout cas, aller demander nécessite aussi de donner. On voit que toi, tu as réussi à mmh. vraiment bien équilibrer les 2. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux femmes pour qu'elles puissent, se mettre davantage dans cette dynamique? Est-ce qu'on peut avoir des petits pas? Qu'est-ce que toi tu as fait pour le mettre en place ou est-ce que c'est naturel? Une des choses, qu'on a mis en place, c'est notre programme de mentoring et c'est très marrant parce que quand j'ai demandé, on a eu la chance d'avoir, des mentors mais extraordinaires, vraiment des femmes, très inspirantes, COO, CEO, beaucoup d'entre elles, ça m'a énormément surprise. Elles me disaient: «Mais tu crois moi? Mais pourquoi? Mais moi, qu'est-ce que j'ai à donner?» Je disais: «Mais attends, si toi tu dis ça, mais qu'est-ce que la mentie doit dire, en fait?» Et en fait, on a eu vraiment du mal à convaincre. Même là, on est à la deuxième édition, quand je propose à des femmes et dans beaucoup de domaines, parce que là, on va avoir des gens qui viennent, des responsables dans l'hôtellerie, dans le nucléaire, pas forcément dans la tech. Vraiment, j'aime beaucoup mélanger et souvent on me dit: «Mais attends, mais moi? Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à donner?» Et voilà, moi, j'ai souhaité mettre le mentoring en place parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir une mentor extraordinaire en début de carrière et je sais à quel point c'est important. C'est pas enfin, c'est juste pour nous, élever et pour échanger les points positifs et les points améliorés et faire en sorte que notre menti ne fasse pas les mêmes, bêtises que Ouais. nous on a fait, que ce soit les mentors ou les mentis, parce que des fois on mentor des mentors. En fait, je trouve que les femmes n'osent pas assez et c'est une anecdote d'une DRH d'un grand groupe du CAC 40 qui, lors d'une table ronde, elle disait: «Mais, une femme va attendre, d'être prête à 100 voire 200 par exemple pour demander une augmentation Mmh. et elle va dire: "Non mais attends, je vais encore peut-être prouver 6 mois, ce que" et je me rappelle, c'était je crois que c'est Amazon ou je sais plus, mais une GAFAM qui au retour d'un congé maternité d'une femme, ils voulaient lui proposer un poste, directrice Europe et elle a refusé. Elle a dit: «Non, mais je suis pas prête, je reviens de congé maternité», et en fait, elle a eu la chance d'avoir une direction qui était persuadée à 200 que c'était la meilleure candidate. Ils lui ont laissé des mois, mais ils ont dit que pendant les 3-4 mois où ils l'ont attendue, il y a à peu près 10 hommes qui ont postulé au poste, hein, et en fait, elle a eu de la chance parce qu'elle a pris ce poste après des mois et aujourd'hui elle excelle. Mais oui, c'est vraiment une chance parce que beaucoup de peut-être de directions auraient fait et peut-être enfin c'est pas non plus un reproche. Ils auraient dit: «Bon, elle veut pas, on passe à autre chose». Ouais, ouais. Mais oui, on a ce syndrome de l'imposteur, Mmh. oui, 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 Ouais. c'est, voilà, Ce c'est, fameux syndrome de l'imposteur. Mais oui, je trouve ça très très pertinent, tu mets le doigt dessus. Il y a à la fois le fait de ne pas oser, mais moi j'aimerais qu'on soulève les pourquoi on n'ose pas, Mmh mh. ce qui nous aide quand on les nomme peut-être déjà à les identifier, à les Oui. appréhender et à les Mmh mh. contourner parfois. Moi ce que je remarque le plus dans les femmes que j'accompagne, au sein du Clever Camp, c'est qu'elles n'osent pas parce qu'elles jouent leur réputation Mmh. et qu'une femme qui joue sa réputation joue gros. C'est pas comme si elle avait beaucoup de, voilà, de cartes à jouer sur ce côté-là. Elle peut se faire griller ou en tout cas le ressentir comme tel et c'est parfois Mmh. même pire. Je vois qu'elle n'ose pas parce que, bah, il y a une question de charge mentale et quand on doit faire un
un after work networking, et qu'il est 18 heures passées et qu'on a tout ce qui nous attend après dans la seconde vie, c'est un peu plus difficile à faire. Et aussi parce qu'il y a cette notion de culpabilité. Si je ne suis pas là, puisque la société aussi me demande, Exact. voilà, de Mmh. combler quelques injonctions, même de la féminité, de la parentalité, Mmh. qui fait que, au résultat, bah, on n'ose pas parce qu'on fait le calcul, en fait. On est tout le temps en train de calculer. Personnellement, je fais le calcul, je fais le trade-off entre, bah, est-ce que ça va me coûter? Ce que je vais gagner derrière? Donc comment, on fait pour jongler et comment toi, tu as fait concrètement pour jongler avec tout ça et avec tes multiples casquettes et le fait qu'on ait que 24 heures dans une journée? Ça m'impressionne tout ce que tu mets dans tes 24 heures, pour pouvoir faire les bons choix, finalement, entre ce qui va nous porter et ce qui est nécessaire. En fait, comme je t'ai dit, je j'ai pas peur du non et un autre truc, c'est je veux avoir ni remords ni regrets dans ma vie et surtout, en fait, la chance, je pense que j'ai eue, c'est de grandir professionnellement, dans une culture anglo-saxonne. C'est-à-dire que moi, General Electric, je me suis jamais posé la question. Les questions que je me suis posées, c'est: «Est-ce que je suis capable de prendre ce poste?» et même pas, en fait, je veux pas faire genre, je crois, jamais posé la question parce qu'à General Electric, on avait 70 de femmes. J'ai toujours eu des CEO femmes, les je sais enfin, là, j'essaie de repenser au nombre. En fait, ils étaient tellement pas nombreux les hommes au poste de direction Prouver. que, voilà et je crois qu'on en a parlé. Je te disais que j'ai pris un choc culturel, Ouais. en fait, en quittant General Electric parce que là, j'ai vu la différence entre, le milieu finance banque américain et finance banque France où, en fait, en France, on a toujours les femmes ont toujours les mêmes postes, directrice marketing, RSE, DRH, enfin voilà, communication. Mais elles sont pas à la table des décisions. En fait, dans la culture anglo-saxonne, parce qu'on a beau la pointer du doigt, on célèbre l'échec. C'est génial de dire, voilà, j'ai monté, 7 boîtes, les 7 ont coulé, mais c'est pas grave, je vais arriver au 8e et tout le monde va faire: «Mais c'est génial, mais tu es trop fort». Ici, on va faire: «Waouh, quoi? Tu déjà tu t'es arrêté 2 ans, je sais pas, pour faire de la peinture». Ici, un boulanger qui écrit un livre, ils vont faire: «Mais attends, il est boulanger, pourquoi il a écrit un livre?» Ouais. Aux États-Unis, on va faire: «Oh mais il est c'est génial, il est boulanger, il a écrit un livre», en fait et moi, j'essaye de prendre le mieux des 2 cultures aujourd'hui, mais c'est compliqué parce qu'ici, enfin, souvent, on va te ramener à plein de choses, ton rôle de maman, à ton rôle de, tu reviens de congé mat, mais est-ce que tu es alors moi, je me rappelle d'un jour où en fait, une de mes mais c'est une femme, hein, une de mes directrices m'avait dit, «Attends Angela, tu déménages, tu es sûre que tu peux prendre le nouveau poste?» Je fais: «Oui, ben, je fais des cartons». Enfin, je déménageais, hein, c'était pas non plus, j'étais pas en train de construire une maison et je me disais: «Mais attends, mais c'est une femme qui est en train de me dire ça». Heureusement, je l'ai pas écouté, j'ai pris le poste parce qu'un déménagement, c'est rien, hein, ça dure un week-end, mais voilà et je trouve que, des fois la sororité, c'est juste un hashtag Ouais. et donc des fois les barrières, on les a de notre propre camp. On parle souvent, on en a déjà du syndrome de la Lâche reine, prise. voilà et Mmh. puis la reine des abeilles. Moi, Mmh. j'ai envie de dire une reine sans ruche, elle a aucun pouvoir. Ouais. Donc le but, c'est de s'élever et après, en fait, j'ai beaucoup analysé ça, c'est depuis que je suis directrice d'Humanitech et je me suis dit: «Mais en fait, les postes importants pour les femmes sont tellement peu nombreux que parfois, inconsciemment, une femme, quand elle arrive à un poste important, elle se dit: «Attends, dans cette entreprise, on a prévu, 1 ou 2 postes importants pour les femmes. Je peux pas prendre une fille, une femme, qui est meilleure que moi ou même parce qu'il y a un risque que moi je perde ma place ou qu'elle soit meilleure, en fait Ouais. et en fait, c'est trop dommage. Moi, j'ai toujours recruté des gens qui sont meilleurs que moi. Moi, pour moi, mon équipe est meilleure que moi. Mais et je Génial. le dis et je leur C'est le dis, Graal. c'est non, mais vraiment parce que quel est l'intérêt de prendre des enfin oui, mon boulot de manager, c'est de faire grandir les talents, mais ils ont déjà des talents. Je trouve qu'on donne pas assez la chance. À General Electric, moi, j'ai jamais recruté quelqu'un sur ses diplômes. Mmh. Les meilleurs collaborateurs que j'ai eus, c'est des gens qui ont arrêté l'école en seconde. Surtout, il y a 2 femmes à qui je dois ma carrière à General Electric, dont une d'entre elles a arrêté l'école en seconde. Elle était numéro 2 de General Electric. Ouais. Elle parle 5 langues. C'est une des personnes les plus intelligentes que je connais. Elle est toujours dans la finance. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais c'est vraiment quelqu'un que j'ai toujours admiré. Maman de 4 enfants, ça l'a jamais empêchée de faire quoi que ce soit. Et elle me parlait toujours d'entourage parce que je lui disais: «Mais attends, mais comment tu arrives à faire tout ça?» Elle me disait: «Mais, j'ai le bon compagnon qui sait se mettre un peu en retrait pour que moi je puisse briller». Donc ça aussi, c'est important de choisir, la personne qui nous accompagne, en fait. Donc, voilà, l'entourage, c'est Michelle Obama qui parlait de la table de cuisine, table à manger bah, moi j'ai une super table à manger. On en est sûr. On a l'impression en tout cas. C'est vrai que cette, sororité qui est parfois un hashtag, qui peut être pas vécu,
elle est le fruit de cette compétition qui nous a un peu toujours habités. Oui. C'est-à-dire qu'on a grandi avec cet esprit de compétition, on voit les contes pour enfants, comment, on met en opposition des femmes plus jeunes, des femmes Mmh. plus âgées et cetera et donc il y a beaucoup de choses qui se jouent. Mmh. Quand tu racontais cette anecdote de cette femme qui se dit: «Bah, en fait, si je suis arrivée à ce haut niveau, et que je vais, réussir à coopter une autre femme, peut-être qu'elle prendra ma place, Mmh. mais ça peut être une réalité». Oui. Donc comment on fait pour briser ces freins? Est-ce qu'on doit finalement créer des nouveaux cercles et par exemple faire partie de communautés comme Women in Mmh. Tech ou Women Sales Club? Enfin, comment on peut créer des espaces qui vont être sains de finalement d'émulation saine pour les femmes? Puisque l'émulation fait partie de la vie en entreprise, c'est normal, mais on a en plus tant envie de pousser une émulation qui soit saine. Comment on fait pour créer, un autre type de support? Alors moi, c'est vraiment cette situation, c'est vraiment ça a été une de mes préoccupations. Donc bah, je me suis dit: «Je vais faire des choses très simples». Par exemple, organiser des meet and greet et mélanger, des étudiants, des personnes en reconversion, des, chefs d'entreprise et cetera et le programme de mentoring parce que je veux aussi prouver à ces femmes que c'est pas parce que tu fais monter une femme que toi tu es en danger et puis leur donner confiance en fait. Et ça, c'est pas seulement nous, Women in Tech, bien sûr faire partie d'une ONG, asso et cetera, c'est bien, ça nous level up et cetera. Mais c'est la société qui doit évoluer et donner, plus de place, à la femme et malheureusement, bah, depuis le mois de janvier et l'arrivée d'une certaine personne, aux États-Unis, je me dis: «Mais aujourd'hui, Simone de Beauvoir, elle doit se retourner dans sa tombe» et en fait, elle avait raison. À chaque crise, c'est nous qui perdons et malheureusement, c'est un fait. Moi, j'ai jamais été la féministe. J'ai pas envie qu'on me donne un poste parce que je suis une femme. J'ai envie juste qu'on me donne ma chance parce que je suis capable de prendre ce poste-là et c'est pour ça qu'il y a une chose dont je suis persuadée, nous, à tous nos événements Women in Tech dans le monde entier, on invite, on a, comme je te dis, on a 30 d'hommes, on invite des hommes parce qu'on a besoin de ces hommes alliés Bien et sûr. si on veut changer la société, c'est tous ensemble, sinon c'est Oui. pas la peine et c'est pour ça qu'il faut, changer la mentalité des parents, changer la mentalité des profs, parce que c'est par eux que ça commence. Ouvrir des le champ des possibles, et puis aussi, en fait, là, enfin, peut-être qu'on va en parler, mais aujourd'hui, par exemple, ce qui m'inquiète, c'est l'octroi des financements à des entrepreneuses qui étaient, je pense les levées de fonds étaient de 2 là, il y a Ouais. 2 ans. Là, on table sur du 0,8 cette année. Enfin, ça devient très, très, très alarmant et sans aucune raison, en fait, je pense que si, on n'a pas ce déclic commun de la société, ça va être de et il faut pas se dire: «Oui, ça se passe ailleurs» parce que quand on voit ce qui se passe aux États-Unis et comment les femmes perdent le minimum et il y a vraiment quelque chose en plus qui m'avait marqué, c'était il y a eu une manif, la manifestation du 8 mars. Mmh. C'était une femme, une grande avocate française, elle était en interview, elle disait, Ce qui me chagrine aujourd'hui, c'est que je manifeste pour les mêmes raisons pour lesquelles j'ai manifesté il y a dans les années 60 et Mmh. que je manifeste avec mes petites filles, tandis que j'ai pas manifesté avec ma fille». Et je me dis: «Mais en fait, waouh!» En fait, ça m'a vraiment marqué ce Ouais. qu'elle a dit. C'est dans les années 90-2000, je pense qu'on a fait beaucoup, beaucoup et là, on est en train de régresser et là, du coup, elle manifeste avec ses petites filles Mmh. et j'ai pas envie de laisser ça, moi. On n'a pas fait tout ça pour ça, en fait. Mmh mh, mmh. C'est où on est pointé du doigt pour quelles que soient les décisions qu'on va prendre ou en 2025. Moi, la première, si je vais à un entretien ou si je vais à une réunion, comment je vais m'habiller et cetera. Un homme, il se pose jamais cette question. Des fois, mais même, j'ai honte de le dire, de me dire: «Mais attends, est-ce que je mets cette couleur de vernis ou pas?» Je me dis: «Mais waouh, mais pourquoi je me pose cette question, en Je fait?» prends la C'est bande passante pour la couleur. Je comprends voilà. tout à fait. Bon, on est toutes à l'intérieur du jeu et en même temps, on le comprend et on se dit: «Mais, on pourrait utiliser notre énergie, notre temps à des choses beaucoup plus Exact, efficaces». oui, Mais si on ne joue pas le jeu, on va peut-être le payer plus cher. voilà. C'est-à-dire que, voilà, en travaillant en entreprise, si, on joue pas le jeu d'un minimum de, ce qui est attendu, Mmh. pour une femme, eh bien, on va peut-être le payer sur sa promotion, sur sa Oui. progression, sur son salaire et donc ça a des répercussions, et on est obligé de le prendre, en considération et donc du coup, dans ce cadre-là, ton idée, ce serait plutôt de conduire les femmes vers plutôt l'entrepreneuriat, même Mmh. si on va parler un peu plus des financements, Oui. en se disant, bah, finalement, elles vont pouvoir décider elles-mêmes, pour elles-mêmes, ce qu'elles veulent faire, dans quel secteur elles veulent travailler, s'épanouir. Ou alors, est-ce qu'on pousse les femmes à être dans l'entreprise, sachant qu'il y a bah, tout ce jeu à jouer dans l'entreprise. Alors Comment moi, vraiment, je leur dis juste, moi, je les pousse à réaliser ce qu'elles veulent. Elles vont OK, se prendre des claques, mais je pense que les hommes aussi, hein, se bien prennent sûr. aussi. Mais juste d'avoir d'oser
Et au pire, ça va pas réussir et c'est pas grave. Mmh. Si on a envie d'être entrepreneuse et qu'on a créé sa boîte, et que ça a pas fonctionné, c'est pas grave. Il y a une citation et je dis tout le temps, mais Mandela, je crois qu'il doit en avoir marre que je le cite. C'est une citation de Mandela qui dit: «Je perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends». Oui, c'est très difficile. Moi, ma vie, c'est 95 d'échecs, hein. Ça a pas l'air comme ça, mais oui, forcément, on va sur, les réseaux, on va pas mettre, «Oui, bonjour». Alors moi, je pas du tout, hein, les posts, inspirants, tout ça, je laisse aux autres, parce que je trouve que j'aurais jamais, ce niveau, jamais de la vie, je dirais: «Oui, bonjour, j'ai passé une mauvaise journée», en fait. Mais des claques, des noms, j'en ai eu plein dans ma carrière, et j'en aurai plein encore. Aujourd'hui, par exemple, combien de fois, on me dit: «Angela, tu coches toutes les cases qu'il faut pas. Tu as un CV», alors en France, «Tu as un CV trop lourd, tu es une femme, et tu approches la cinquantaine». Mmh. Donc oui, on me dit, et en fait, c'est fou qu'on me dise, «Il faut que tu quittes la France». Mais j'ai pas envie de quitter mon pays, en fait. Ou par exemple, et ça m'est arrivé, j'ai postulé un poste que j'ai eu, sauf que en fait, c'était pas la case de salaire dans laquelle aujourd'hui, on m'a mis dans une case qui est très high level, et le salaire me convenait. Et en fait, je dealais avec un grand DRH et je lui disais, il me dit: «Non mais Angela, tu es la candidate idéale, mais on serait trop honorés de t'avoir, mais tu sais que tu vaux beaucoup plus que ça». Je fais: «Oui, mais moi je dis oui pour ce salaire». Et en fait, heureusement que j'étais au téléphone avec lui parce que mes larmes, elles coulaient et je lui disais: «Mais dans quel pays au monde?» Et je lui ai dit: Je suis en train de négocier le contraire, en fait». Parce que Ouais. normalement, je suis en train de te dire: «Je suis OK». C'était un super bon salaire, hein. Mmh mh. Je me bradais pas non plus, mais voilà. Non, non, moi je pousse les femmes à juste réaliser, ce qu'elles souhaitent. Être en CDI, oui, parce que nous sommes dans un pays où le CDI, ça reste le Graal, Ouais. et que ici, pour avoir des bilans, bien, tu veux prendre un crédit immobilier, il te faut 3 ans de bilan extraordinaire pour prendre un crédit. Déjà, c'est même quand tu es en CDI, aujourd'hui, ça devient, presque du niveau du miracle d'avoir un crédit immobilier. Mmh. Donc non, non, juste, tu as envie de rester en CDI, il y a pas de problème. Tu veux être en part-time, il y a pas de problème. Mais par contre, je leur dis à toutes de se former. Depuis les 25 dernières années, j'ai pas passé une année sans au moins avoir une certification, Mmh mh. mais dans des domaines totalement différents. Parce que j'aime me challenger. J'ai fait des études de marketing il y a 30 ans, elles valent, on parlait de publipostage, hein, donc forcément elles valent, et quand j'étais quitté General Electric, c'est la première chose que j'ai faite, c'est je me suis inscrite à HEC pour passer, un diplôme en marketing, digital. OK. Qui aujourd'hui, c'était en 2017, ils vaut rien du tout, hein. Parce que même, là, le marketing en 2017, c'est pas le marketing aujourd'hui. On parlait pas vraiment de réseaux sociaux, par exemple. Donc oui, il faut, quel que soit ce que vous voulez faire, que ce soit de l'entrepreneuriat, CDI, CDD, ce que tu veux faire, de l'intérim, c'est Mmh. très bien aussi, mais forme-toi. Ouais. Je suis hyper alignée avec le fait de se former en continu Mmh. parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'arrêter. Oui. Les compétences sont en train de changer et donc il faut qu'on soit toujours à la page pour, avoir, bah, les meilleurs salaires et les meilleures positions. Et dans ce cadre-là, quand on entreprend, quelles ont été les meilleures, success stories que tu as pu faire dans l'entrepreneuriat? Parce que moi, je vois souvent des femmes qui vont se diriger vers l'entrepreneuriat, mais qui vont avoir, un peu, une seule ligne de thématique, c'est autour du soin, de l'éducation, par exemple. Et nous, on sait que c'est les secteurs qui, bah, ont plus de mal à performer, qui vont être plus longtemps. Mmh. Sauf que, de l'autre côté, on a beaucoup moins de financement, c'est de moins grandes échelles et puis on touche Mmh. des personnes qui sont plutôt du B2C et c'est moins rémunérateur. Quelles ont été, toi, les vraiment, les entreprises ou les entrepreneurs que tu as pu voir éclore et qui ont performé le plus, on va dire Mmh. facilement et qui ont performé parce que déjà, elles avaient un terreau fertile. Soit la thématique, était porteuse, soit, la manière dont elles vendaient, c'est-à-dire un modèle économique était intéressant. Alors, c'est pas grave de commencer petit. La première entreprise que j'ai créée, c'était en quittant General Electric où j'ai créé une entreprise d'investissement. En fait, j'aidais les entreprises, françaises, quelle que soit leur taille, à s'installer dans les Émirats et en Arabie Saoudite, et je travaillais avec les ambassades de France là-bas et le CCI. En fait, j'ai vu, une demande. Aujourd'hui, elle existe, mais je m'en occupe plus, et dans le sens contraire, en fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'expats qui, gagnaient extrêmement bien leur vie, dans ces pays, dans les pays du Golfe, et du coup, je me suis dit: «Mais attends, mais c'est dommage que cet argent-là, il ne rentre pas en France». Et donc du coup, je leur ai proposé de venir investir en France dans l'immobilier, et donc mon notaire, il m'aime beaucoup parce que j'ai beaucoup signé à leur place, et elle existe encore, je m'en occupe plus, et j'ai fait totalement une chose, mais vraiment à l'opposé. Moi, j'adore la mode, donc ça n'a rien à voir ni avec la tech ni la finance. J'ai créé une marque, de vêtements,
J'ai commencé à vendre à mon échelle. Ça a super bien pris, voilà et après bon, je l'ai fermé, mais c'était vraiment plus un c il y avait aucune raison de le faire. Mais voilà, en fait, faut pas négliger ton entourage, et surtout, ne pas avoir peur de commencer petit. Avant, on avait besoin, d'un PR rapidement, d'une boîte de marketing et cetera. Aujourd'hui, on peut tout faire, Ouais. avec les réseaux sociaux. Mmh. Bon, les réseaux sociaux, je trouve que ça a pas autant de puissance, mais il faut savoir, quel réseau utiliser aussi, comment l'utiliser. Puis ChatGPT, en fait. Mmh. C'est tout simplement, en fait, tu mets ton projet aujourd'hui, tu lui demandes, «Est-ce que mon projet est bon ou pas?» Il va te challenger et franchement, j'ai essayé là, il y a pas longtemps parce que j'ai une copine qui crée son entreprise, elle nous a envoyé, son projet. Je l'ai rentré dans ChatGPT, je lui ai dit: «Bonjour, est-ce que c'est bon ce qu'elle veut faire?» Il m'a fait un super truc, elle m'était là: «Oh, mais s'il est super ton feedback!» Je fais: «C'est pas moi, c'est ChatGPT, ça aurait pris exactement la même chose que moi». Donc voilà, Mmh. et ne pas avoir, les financements, on les aura pas tout de suite. Enfin, je sais qu'en 2017-2018, mes amies entrepreneurs et entrepreneuses claquaient du doigt, elles avaient de l'investissement. Aujourd'hui, beaucoup vont, vers ce domaine. Donc oui, les business angels, il faut que tu arrives avec un super, dossier. Mmh. Les banques, bah, c'est encore pire, mais c'est pas grave. Si tout le monde te dit non, c'est pas grave, commence petit. Ouais. Si vraiment tu crois en ton projet et ben, et puis tes alliés, c'est ton entourage. C'est la meilleure publicité au monde, hein. Mmh. Donc ouais et puis même si tu te lances et c'est un échec et ben, ça sera pas un échec. Ouais, Tu auras appris. exactement. Voilà, Ouais, donc c'est voilà. très, très, Mmh. très juste. On a besoin de se lancer, commencer petit, ne pas avoir peur en Oui. tout cas et grandir et j'aimerais beaucoup qu'on aborde la question de la charge de travail parce que Mmh. du coup, même si on se lance, que ce soit retour au salariat ou alors dans un projet entrepreneurial, il y a une charge de travail qui incombe, finalement, en fait, de se lancer dans l'action et souvent, moi, ce que je vois, c'est que les femmes ont un peu plus de mal à travailler de longues heures Mmh. sur un projet en se disant: «Oui, il faut que j'ai cet équilibre vie pro, vie perso». À titre personnel, étant maman de 2 enfants de 4 et 7 ans, je le cherche encore, cet équilibre vie pro, vie perso, mais j'ai l'impression que c'est un peu quelque chose qu'on vend aux femmes comme étant une réalité, une perfection accessible, en fait. Mais pour moi, c'est très, très difficile d'arriver à un équilibre vie pro, vie perso. Je le vois plutôt comme un cycle. On est dans un cycle d'intensité de travail Mmh. parce que c'est nécessaire ou qu'on lance quelque chose ou qu'on a besoin d'accélérer parce qu'on a un gros contrat à signer. Mais on ne peut pas se dire qu'on va avoir une année d'équilibre vie pro, vie perso en se lançant ou en retournant au salariat à un poste qui va être un poste de C-level, par exemple. Comment toi, tu manages cette charge de travail? Comment tu fonctionnes sur ta charge de travail, sur tes différentes casquettes? Est-ce que tu peux, nous délivrer tes secrets? C'est un conseil qu'on m'a donné, j'avais 23 ans, je me rappelle c'est ma mentor qui m'avait dit, «Angela, fais des to-do list, écris». Et je lui dis: «Mais non, je sais ce que j'ai à faire». Elle fait: «Oui, je sais, mais écris». Et en fait, par exemple, moi, j'adore faire des to-do list, j'ai des to-do list partout, hein. J'ai des agendas, en fait, j'aime bien visualiser les choses pour savoir où est-ce que je peux gagner mon temps, où est-ce que je peux m'organiser. J'essaye d'être à jour, mais je le suis pas tout le temps et c'est OK. Que ce soit dans une année ou dans une vie, professionnelle, oui, on peut pas accorder, enfin, je sais pas, une femme qui accouche, et qui revient, qui reprend le travail, ne peut pas s'accorder autant de temps et professionnellement et c'est OK. Et en fait, on a cette injonction, dans la vie professionnelle où, si tu as pas changé de poste tous les 2 ans, ben, on te pointe du doigt. Ben non, en fait, si tu es bien dans ton poste et que tu arrives à trouver l'équilibre entre ta vie professionnelle et personnelle et ben, c'est ça le but. En fait, c'est de se lever le matin et d'être juste bien. Et tu vois ça, quand tout à l'heure je te disais, oui, ma façon de manager a changé. Par exemple, quand j'avais 23 ans, 24 ans et que je voulais faire évoluer mes collaborateurs et je me rappelle d'une collaboratrice que je voulais passer, manager et elle m'a dit: «Mais non, je veux pas». Je fais: «Mais quoi? Mais comment ça?» Et je me rappelle mais j'en avais les larmes aux yeux. Mais et je me rappelle de la scène maintenant, elle est lunaire. Enfin, je veux dire de pourquoi j'ai les larmes aux yeux? Pourquoi? Et elle me dit: «Mais Angela, mais moi je veux être chargée de clientèle. Je veux rester chargée de clientèle, j'ai pas envie de passer manager». Et je suis restée derrière elle pendant 6 mois. Mmh. C'était du harcèlement, enfin presque, et je lui disais: «Mais non, non et en plus, voilà, tu vas voir». Elle fait: «Mais moi je veux pas de ton augmentation, je veux juste, finir à 17h,
retrouver mon mari et les enfants, c'est tout ce que je veux. Je suis super heureuse dans mon poste et elle a toujours refusé, hein. Elle a jamais accepté, ce poste. Aussi dans les entreprises, ça me fait toujours rire parce que je pense qu'on a toutes fait les réunions, d'équilibre vie privée et où on te dit: «Il faut pas de réunion entre midi et 14h et après 18h» et tu sors de la réunion et tu as une réunion à 12h30 ou une réunion à 18h30 et cetera. Et puis maintenant, en fait, on a aussi un nouveau phénomène qu'il y avait pas dans mon début de carrière, c'est, la déconnexion numérique où en fait maintenant on t'envoie des mails à 23h, on t'envoie, des WhatsApp, parce que WhatsApp, tu ne sais plus si c'est personnel ou professionnel parce que les gens ils disaient: «Bon OK, je lui envoie pas un mail, mais si j'envoie un WhatsApp à 22h, ça passe parce que c'est un WhatsApp». Rien que WhatsApp entre les groupes pro, pas pro, tu sais même plus en quoi, moi par exemple pour Women in Tech, j'envoie rien, j'essaye de rien envoyer pendant le week-end, sinon un truc, fun. Pendant, l'été, je leur ai dit: «Écoutez, je ne veux rien savoir de ce qui se passe, même s'il y a une révolution technologique, les seules choses que vous avez le droit de m'envoyer, c'est des recettes de spritz. C'est tout». C'est, ou même à Noël, c'était des recettes de cookies. Mais, il faut donner l'exemple et je pense que les leaders femmes doivent donner l'exemple et je pense que en fait, c'est compliqué parce qu'elles ont une pression aussi et parce qu'une femme, par exemple, qui est aujourd'hui CEO ou COO, si elle dit, «Je peux pas venir parce que j'ai l'anniversaire de ma fille», elle se dit: «Mais attends, comment ça va être pris, en fait?» Ça peut me Voilà, déstabiliser. voilà, moi ma meilleure amie, elle a un poste très important dans une grande banque française. Elle a 4 enfants, qui ont entre 5 ans et 13 ans et je me dis: «Mais si elle, elle arrive à gérer, je peux y arriver». C'est un bon Et en match. plus, elle vient de changer de poste donc c'est vraiment pour moi, c'est la lionne, la warrior, voilà. Donc c'est quand vous avez une meilleure amie comme ça, je pense que Ça vous tire vers voilà. le haut. Bah, merci beaucoup. On va passer à la section, vrai ou faux. L'idée, c'est vraiment de répondre du tac au tac. Après, si tu veux développer, certains aspects, il y a la diversité améliore-t-elle automatiquement la performance des équipes? Oui, oui, Les femmes préfèrent l'équilibre vie pro, vie perso aux responsabilités. non, Les entreprises américaines sont naturellement plus inclusives que les françaises. oui. Il faut cacher qu'on a des enfants en entretien d'embauche. Oh là là, non, normalement, parfois oui, malheureusement, il y a la réalité. Les quotas de femmes sont contre-productifs. Non, en fait, alors si je peux me permettre de Oui, bien développer, sûr. j'étais contre les quotas. Je ne sais pas comment me positionner, mais quand je vois qu'il y a de moins en moins de femmes dans les postes de responsabilité et cetera, je me dis: «Bah, ouais, en fait, Mmh ouais, mh. Ça peut oui, aider. peut-être, que ce serait la solution». La sororité est un mythe dans le monde du travail. Parfois, oui, j'ai eu de la chance de ne pas connaître ça, mais je le vois, parfois oui, c'est une réalité. Il faut pas se pour qu'on puisse évoluer, il faut qu'on voit aussi la vérité en face. Mmh mh. Il faut accepter de jouer le jeu pour changer le système de l'intérieur. Oui, Une femme doit travailler plus qu'un homme pour être reconnue. normalement non. Normalement non, mais malheureusement, inconsciemment, moi la première, hein, j'ai l'impression que je dois toujours prouver, au monde entier, tandis que personne ne demande rien, je sais pas, mais non, non, normalement non et je pense qu'on a toutes, et tous l'envie, de bien faire en fait, donc non, Mmh. non. Bah, merci beaucoup, merci pour cet échange parce qu'à chaque fois tu as été sur les 2 niveaux, c'est la réalité et ce que ça devrait être Oui. et je pense qu'on est beaucoup à être, entre ces 2 niveaux et ce paradoxe avec lequel on doit jouer et pour la dernière question, je dirais aussi que, moi ce que je vois beaucoup, c'est que les femmes ont tendance à vouloir être entières Mmh. et donc par exemple dire: «Ah ben non mais en fait moi, la fin c'est 18h, j'ai ça à faire». Ça veut pas dire que les hommes sont moins impliqués dans leur vie, mais c'est Ouais. qu'ils le disent moins Oui. haut et fort Mmh mh. et qu'ils se montrent davantage engagés et donc ça leur bénéficie plus. Donc si on peut avoir, un discours qui serait un peu plus nuancé, ça Mmh peut mh. peut-être aussi aider les femmes à se voir moins comme catégoriquement entières. «Non, moi je termine à 18h et c'est non négociable». Mmh. On sait qu'il y a toujours des fluctuations, surtout à des niveaux, C-level que tu as pu, expérimenter. Exactement. Oui, oui, c'est mais tu sais, moi, j'ai grandi, avec un papa qui était, extrêmement présent, pour nous. Par exemple, pour les devoirs, c'était papa et en fait, ben, je crois qu'il a donné l'exemple à mes frères et mes frères sont beaucoup plus impliqués, extrêmement impliqués, par exemple, un de mes frères m'a dit:
toi qui te bats, pour les droits de tout le monde, tu peux te battre là pour le congé paternité? Parce que moi je voudrais, autant de temps pour passer, avec, j'ai fait: «Oui», enfin, il me dit: «Non, mais parce que pourquoi moi j'aurais pas le droit les mêmes droits que moi aussi j'ai envie de» donc il m'a dit: «Ça existe pas ça?» Je fais: «Bah si, bah tu peux créer ta propre association pour ton congé paternité». C'est Voilà. génial. Alors, on va passer au quasiment mot de la fin. J'aimerais savoir quelle est ta vision, on va dire la vision un peu pessimiste, celle que tu appréhendes pour le futur du travail, la tech et le féminisme? La question qui m'inquiète le plus, c'est vraiment, la diversité et l'inclusion qui sont plus du tout devenus, un sujet. Je vois les postes, par exemple, de directrices RSE qui se suppriment au fur et à mesure, qui est plus du tout un sujet aujourd'hui en France. Donc j'ai l'impression que tous les ans, on attend le pourcentage de différence de salaire, le pourcentage de femmes, qu'on ait juste les mêmes droits et que ce soit plus du tout, un sujet parce que je pense qu'il y a assez de problèmes comme ça dans le monde. C'est frustrant, par exemple le salaire, frustrant de ne pas avoir des postes de direction, frustrant de ne pas avoir des rôles modèles et cetera et je pense qu'ensemble, on peut construire c'est simple en fait, ça me paraît pas compliqué donc j'arrive pas à comprendre comment on n'arrive pas à le faire pour, juste, un monde, un peu plus, sympa que ce que c'est parce que je le trouve très sympa, de quand même et ça pourrait être très, 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 très sympa. On vit, dans un pays qui regorge de talents féminin et masculin et je pense que si on les met tous ensemble, franchement, on ferait des étincelles et hem et peut-être que, grâce à ça, par exemple, tous les ans, on a parlé tout à l'heure de l'éducation, on attend, tristement notre classement, au niveau des maths. Enfin, peut-être que en changeant les rôles modèles, changeant les mentalités, ben, on sera encore meilleur et puis de donner la chance à tous les talents cachés, à cause de la diversité parce que beaucoup, de groupes financiers ou de banques, prônent la diversité, mais très, très peu sortent le chéquier Mmh. pour la diversité et ça serait vraiment cool de mettre, les slogans en place. Ouais. Et ta vision, optimiste, tu nous l'as un petit peu donnée. Est-ce que tu voudrais rajouter des éléments? Non, juste, croire, enfin franchement, il faut juste, entourez-vous de gens positifs, on l'a déjà dit, croire en soi, oser. Mmh. Oser, oser, c'est pas grave de se prendre des claques, c'est pas grave l'échec. Donnez-vous les moyens d'être heureux parce qu'on a tous assez de soucis dans le monde, et dans nos vies. Osez croire en vous osez lever la main pour, saisir les opportunités. En fait, on attend toujours d'être prêt à 100. Ouais, C'est pas grave d'être prêt à 50 ou 60. On apprend parce que on apprend souvent sur le tas. bien sûr. Donc juste, osez prendre votre place, en fait. Mmh. Très beau. Est-ce que tu verrais, 2 personnes à me recommander avec lesquelles poursuivre cette conversation? Oui, alors là oh là là, alors là, moi, je suis, Je pense que tu entourée en as de marre. alors, Ebru, qui est la CFO de Microsoft, OK. une femme incroyable, qui a un parcours, qui était aussi à General Electric, avant et puis, une femme inspirante que j'adore, qui est, Lucie Le Goallec, de Google qui, je crois que le mot positivité est né en même temps qu'elle donc voilà, des femmes et puis bien sûr, Ayumi Muraoki la fondatrice de Women in Tech. Parfait. Merci Ouais. beaucoup. Merci pour Merci à cet toi. échange très riche. Merci, merci Naguère encore une fois.